Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle, le dernier épisode de cette saison, donc 2021. Pour m'accompagner, Stéphane, comment ça va ? Ça va très bien, et toi ? Bah écoute, ça va. On a pris notre temps pour enregistrer le débrief donc, de la course de Valence, parce qu'on voulait aussi parler un petit peu du Superbike qui a connu son issue donc, ce week-end. Puis ça fera l'occasion aussi de glisser deux mots aussi sur les essais MotoGP donc, qui sont déroulés à Jerez avant que tout le monde parte se dorer la pilule à droite, à gauche. Enfin, pas tous, puisqu'il y en a qui vont en profiter pour se soigner. Déjà se soigner et puis Miller va en profiter aussi pour faire une petite course en Superbike australien, donc ça va être sympa. Je pense que c'est une bonne occasion de se faire plaisir, je pense, et puis de profiter un petit peu avec le public, parce que il est venu courir en Europe toute l'année, donc il n'a pas vu ses proches, et puis le public australien je pense est attaché à son pilote, quoi, donc ça va être sympa de le voir courir en Superbike australien. Avant de commencer, donc on va parler des goodies, puisqu'il y avait deux jeux, et c'est Natacha qui a remporté donc les goodies pour la pole, puisque personne n'avait trouvé le poleman de ce week-end, qui était Martine. Et pour le jeu de fin de saison, donc c'est Horace, Tracerman et Mickey qui vont recevoir donc les t-shirts de la bécannerie. Et je ne les ai pas encore envoyés, donc on est lundi 22 novembre, donc ça devrait se faire d'ici la fin de semaine. Donc pas de panique si vous les avez pas reçus, ça va arriver très vite. Donc on va partir déjà avec quelques petites news, enfin petites entre guillemets, puisqu'on va quand même parler de la blessure de Marc Marquez, donc, qui au départ avait été victime donc, d'un traumatisme crânien. C'est ça. Donc, ou commotion cérébrale. Enfin, ça avait été annoncé, donc il avait loupé la deuxième course de Portimao. Et en fait, les problèmes de vision dont il avait été victime lorsqu'il courait en Moto 2 sont revenus. Donc, il n'a pas pu s'aligner non plus à Valence, il n'a pas été remplacé. Et pas d'essai d'intersaison non plus. Donc, il y a des nouvelles qui devraient être communiquées d'ici fin d'année. Ouais, mi-décembre, ouais. Ouais, c'est ça. Ils ont annoncé ça. Donc, c'est entre guillemets, c'est même pas entre guillemets, c'est compliqué quoi, de voir qu'une blessure remplace une autre. Et surtout que là, c'est quand même c'est une blessure qu'il a déjà connue et qui est assez problématique, quoi. Et surtout, quand tu l'as communiqué, ça a l'air d'être une blessure assez grave. C'est pas on va revenir plus fort, c'est bon, on attend ce qui se passe. On attend de voir ce que disent les docteurs, donc ça fait quand même ça fait peut-être un peu flipper pour lui. Est-ce qu'on va le revoir sur la grille de départ l'année prochaine, ou est-ce qu'il nous fait une communication à la Marquez, pardon, je te coupe, en voyant un peu le poisson, donc je me suis blessé, c'est un peu grave, mais bon, les docteurs, ils me soignent, ça va mieux, et puis je dis rien, et puis je serai là l'année prochaine. Voilà. Moi, non, la communication à la Marquez, j'y crois pas trop, parce que, de faire une communication en noyant le poisson, parce que, au championnat, il avait, entre guillemets, plus vraiment grand-chose à jouer, donc oui, tu peux laisser filer des courses, mais je pense que les essais de Jerez étaient importants pour lui et pour Honda. Donc je pense pas qu'on laisse filer des essais comme ça aussi importants, surtout dans le contexte actuel. Donc je pense qu'il y a une blessure qui est sérieuse. Donc, Non, je crois aussi que la blessure est sérieuse. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des mauvaises langues qui disaient non, et peut-être que c'est pas une blessure très sérieuse, peut-être que c'est entre parenthèses une vieille communication. Enfin, il y a eu beaucoup de polémiques autour de ça. Ouais, moi j'y crois pas trop. Enfin, bon. Parce qu'au départ, ça partait de non, il est pas là parce qu'en fait, il s'est fait mal au bras, mais il veut pas le dire. Après, ça s'est transformé en il s'est fait mal à la tête, et puis après, c'était finalement non, mais j'ai un problème de vision. De toute façon, on verra bien. Hein. On verra bien. Mais en tout cas, alors, j'espère pour lui qu'il va revenir aussi fort qu'avant, mais là, tu peux te dire,
que Marc Marquez a 28 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tout le monde disait, vu son âge, alors les records à Rossi, il va les exploser. Bah, finalement, tu vas te dire, est-ce qu'il va aller chercher Rossi sur les 9 titres? Ça, c'est une question de toute façon qui se posera déjà au Qatar. Hein. Donc, on verra s'il sera en état pour. Enfin, si la santé sera au rendez-vous pour courir une saison complète. Ça, c'est la première inconnue. Sur la fin de saison, quand même, ça, on en parlera plus dans un épisode d'intersaison, justement, où on fera les débriefs. Mais la fin de saison, elle était plutôt très bonne. Quoi. Plutôt revenu à son niveau. Et là, moi, je trouve que c'est lui couper les ailes. Enfin, ça peut lui couper les ailes. En tout cas, il était sur une super bonne dynamique. Et là, il faut qu'il reparte de zéro et qu'il se remette dans cette dynamique de regagner des courses, d'être mordant, d'être dans la roue du premier et puis attendre les derniers tours pour essayer de l'attaquer. Enfin voilà, le Marquez qu'on connaissait d'habitude. C'est ça, ouais. Il faut il faut repartir de zéro une nouvelle fois. C'est ça. Et c'est dur. C'est ça qui est dur. Ouais. Enfin, c'est ça qui est dur. Ouais. Donc ça, on verra de quoi demain sera fait. C'est ça. Je te laisse donner une petite news sur le Superbike, enfin sur le Super Sport. Alors, en Super Sport, oui, c'est que Jules Cluzel, finalement, est reconduit chez le GMT. Il va finir son contrat de 2 ans donc, dans l'écurie de Christophe Guyot et qui a annoncé qu'il ne mettrait pas de moto en 1000, comme dit à Manicourt, et qu'en fait, il se focalisait sur le 600 et ils ont dit nous, on veut être titré avant de changer de catégorie. Ok. Voilà. Mais bon. Ouais, Cluzel, ça va être sa 3e année, là. Ouais. Sa 3e année, mais son contrat, il devait finir, il finissait l'année prochaine, donc ils vont au terme du contrat. Pour faire le parallèle avec Marquez, c'est vrai que Cluzel, pour le coup, là, ses dernières courses, c'était sur une super dynamique. Ouais. Et j'espère qu'il va garder la même dynamique pour l'année prochaine et qu'il ne connaîtra pas son gros passage à vide, comme il a connu cette année, vers l'été, vers le Most, vers les courses de Most, et qu'il ne sera pas chat noir, et qui se cassera pas quelque chose non plus, quoi. Parle pas de malheur. Hein. Ouais, mais bon, le problème c'est que ces dernières saisons, le pauvre, il a joué entre, alors je pense, moto peut-être un moment un peu moins performante et puis blessure. On verra. On en reparlera un petit peu plus tard dans l'épisode d'ailleurs. Du GMT. De toute façon. On va passer donc à la course Moto 3. Donc en Q1, ce sont Antonelli, Sergio Garcia, Xavier Artigas et Lorenzo Felon qui passent en Q2. Et c'est Acosta, donc fraîchement titré, qui partira en pôle devant Suzuki et Guevara. Migno, Salach et Felon composent la 2e ligne. Donc Foggia est pas très loin en 3e ligne, en compagnie de Fenati et Antonelli. Donc en course, on a Acosta qui prend la tête d'entrée de jeu. Au T4, un très gros high side pour Binder, sans bobo. Alors Felon chute en fait en premier et Yamanaka donc également. Donc beaucoup de chance parce qu'ils étaient dans le peloton et les autres pilotes ont réussi à les éviter. Donc encore une fois, il y a eu une chute impressionnante en Moto 3. Acosta donc tient la tête du peloton qui reste très compact à une dizaine d'unités. On a Honshu, Artigas, Guevara qui se montrent très à l'aise. Le Turc va prendre un long lap donc pour avoir dépassé les limites un petit peu trop fréquemment. Suzuki chute à 6 tours de l'arrivée. On a Acosta, Foggia et Artigas qui attaquent les 3 derniers tours en tête. Et Honshu a repris sa place aux avant-postes donc après son long lap. Et il va y avoir un accrochage donc entre Acosta et Foggia dans le dernier tour. Migno va chuter également. Artigas va s'imposer devant Garcia et Mazia. Salach 4, Honshu 5, Foggia 6, mais il prend 3 secondes de pénalité donc suite à l'accrochage avec Acosta et finit finalement 13e. Donc une première victoire pour Artigas. Au général, on a Acosta donc, qui est titré avec 259 points, Foggia 2e avec 216, Garcia avec 188 points et 3e. Suivent Mazia 171, Fenati 160 et Antonelli 152. En discussion post-course, donc ça a été une course quand même assez dense, comme souvent dans la catégorie. Et c'est intéressant puisque en fin de saison, on commence à avoir des nouveaux noms qui émergent, dans le sens où, étant donné que les pilotes sont titrés, que Acosta... Il n'y a plus d'enjeu en fait. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu moins d'enjeu, donc peut-être... Moins de pression, on est libéré. Et ça permet à des pilotes, tu vois, comme Artigas, on voyait quand même régulièrement, tu vois, jouer entre le top 5, top 10,
mais on les voyait pas aussi à leur avantage. Et c'est intéressant parce que je pense que ça peut justement augurer de la saison prochaine. Honshu fait une belle course aussi. Après l'accrochage Foggia-Costa, c'est compliqué. Moi, je trouve que c'est sévère de remettre une pénalité à Foggia. En plus de ça, je trouve que c'est pas top. Mais bon, après maintenant, hein, c'est couru, c'est fait. C'est fait. Ouais. On peut pas revenir en arrière. C'est ça. On passe au Moto 2 ? Moto 2. Ouais, donc en Q1, on a Corsi, Lutti, Ciarin et Roberts qui passent en Q2. On a Corsi en pôle devant Vietti, Augusto Fernandez, Di Gianantonio, Raoul Fernandez et Tom Lutti sont en deuxième ligne. Di Gianantonio part bien au tout début de course et on a un accrochage entre Vieré et Bezzecchi. On aura un drapeau rouge assez rapidement car on a du fluide au virage 2. Alors les pilotes impliqués doivent rentrer au stand pour pouvoir repartir. Un peu la galère pour Bezzecchi donc pour ramener la moto. Ça repart pour 16 tours avec une procédure accélérée. Malheureusement, Bezzecchi ne pourra pas se placer en grille. Il manquera pas grand-chose. Il partira du fond justement de la grille. Le poleman Corsi rentre au stand à l'issue du tour de chauffe et ne prendra pas le départ de l'ultime course de la saison. Donc la seule catégorie où le titre était encore en suspens, ça va démarrer. C'est tout de suite Di Gianantonio et les deux Fernandez qui se montrent à l'aise alors que Gardner est aux portes du top 10. Alors le trio est figé en tête. L'Australien assure aussi le top 10 derrière. Savoir qu'il avait quand même un matelas assez confortable sur Raoul Fernandez. Donc il va prendre les commandes de la course, c'est-à-dire faire le boulot pour essayer de décrocher le titre à 4 tours de l'arrivée. Donc il va réduire à 4 points son retard sur Gardner qui est 10e. Ça bougera plus et Raoul Fernandez donc s'impose devant Di Gianantonio et Augusto Fernandez qui est 3e. On a Vietti 4, Canet 5, Vieré 6, Loves 7 et Gardner 10 et donc titré champion du monde de Moto 2 donc pour cette année 2021 avec 311 points. Raoul Fernandez 2e avec 307 et Bezzecchi 3e avec 214, donc quasiment 100 points de retard sur le premier, ce qui fait un sacré gap entre les deux premiers et le troisième. Et on a Loves, donc 4e avec 190 points, Augusto Fernandez avec 174 et 5e, et Canet 6e avec 164. On a eu le service minimum pour Gardner pour assurer le titre. Donc c'est un petit peu dommage qu'Acosta ait fait la petite bourde qu'il fallait pas faire au mauvais moment. Donc de toute façon, il n'y avait jamais rien d'assuré. Donc il a fait peut-être le service minimum, mais il l'a fait et il ramène le titre à son papa qui était là. C'était marrant de revoir le petit père. Donc c'était plutôt cool. Alors, Lutti 12e et Ciarin 15e donc pour leur dernière course dans la catégorie aussi. Donc, Lutti, c'est un pilote assez emblématique. Hein, c'est-à-dire qu'on l'a toujours connu en fait. On l'a vu depuis très 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 longtemps, avec aussi un petit passage rapide en MotoGP. Mais c'est un pilote qui a marqué la catégorie intermédiaire, quoi. C'est ça. C'est vrai que Tom Lutti, tu l'as toujours connu en Moto 2 en fait. Ouais, ou en 2,5. Mon 2,5. On l'a toujours connu dans le circus MotoGP. Ouais, puis c'est un pilote. Il a toujours été. Il a souvent été régulier aux avant-postes, jusqu'à son passage en MotoGP chez Honda, donc qui n'a pas été un succès du tout. Mais bon, de toute façon, les Honda troisièmement, on va dire, ça n'a jamais été des foot de guerre. Hein. On peut en parler à Reading et aussi à Miller, quoi. C'est passé par là. Disons que les motos, elles ont été faites pour une personne. Hein. Ouais, à cette époque-là, je sais même pas si elles étaient faites pour une personne. Hein. J'ai pas le souvenir, alors après, c'est trop loin. Ouais, c'était des motos satellites de satellites, hein, donc c'était vraiment très, 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 très peu performant. C'est comme les Avincia chez Ducati, quoi. À l'époque, c'était des troisièmes. C'était encore pire. Hein. C'était encore pire. Ouais, c'était pire que ça. Ouais, et puis il y avait un petit mot à dire aussi sur Corsi, quoi, qui fait. Il sort de nulle part, hein, parce qu'on l'a quasiment pas vu de la saison, et puis là, il y avait un coup à jouer, et manque de bol, la panne de moto, donc cata
cata totale, même pas à pouvoir s'aligner, c'est un peu dommage. Ça aurait été une bonne manière de se montrer pour la dernière course de la saison, quoi. Mais bon, ça passe pas. Donc, quand la mécanique veut pas. Exactement, quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Et bon, bah donc on a clôturé le Moto2 avec une course encore qui était pas ouf, hein, qui était loin d'être intéressante à regarder. Mais bon, c'est une question d'habitude en Moto2. Et après, on va voir ce que ça va donner. Donc, on poursuit, on termine ce week-end à Valence avec la course MotoGP. Donc, c'est Rins et Binder qui vont sortir de la Q1. À savoir que Paul Espargaro s'est mis une très très grosse chute en FP3. Quelle chute. Ouais. C'est ouais. Il a fait une Marquez en fait en termes de chute là, c'est waouh. Je sais pas s'il a vu double, mais non, ou s'il s'est cassé le bras. Mais... Ouais, il a pris vraiment très très cher. La pole est donc pour Martin devant Bagnaia et Miller, donc 3 Ducati en première ligne. Mir et Zarco 5, ce qui fait donc 4 Ducati dans le top 5, ce qui est quand même plutôt une belle perf. Et Fabio partira à la 8e place en course. Donc beaucoup d'émotions sur la grille, puisque bon, on l'a pas encore rappelé, mais c'était le dernier Grand Prix de Rossi. Donc forcément, tous les regards étaient portés sur lui, on va dire. Mais c'est surtout Petrucci, moi, qui m'a ému, parce que y a le big boss de Ducati qui est venu lui faire un coucou, une petite bise. Voilà, c'était parce qu'il a fait quand même une très très belle carrière chez les Rouges, que ce soit chez Pramac ou en officiel. Et moi, j'ai trouvé que c'était sympa qu'ils viennent le voir. Et évidemment, Petrucci, il a versé sa petite larme, parce que c'est un gars. Je dis pas que les autres le sont pas, quoi, mais c'est un gars simple. Voilà. Son communiqué, il a fait un communiqué après la course qui était à son image, c'est-à-dire très humble, très humain. Et c'était chouette de le voir. Et c'est marrant parce que c'est un pilote, dans son communiqué, tout était dit, quoi. C'est un pilote normal, mais qui a quand même réussi 2 fois dans sa vie à être le premier à une course MotoGP, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Et rien que ça, personne ne lui enlèvera. Et c'est quelqu'un qui est toujours, c'est un pilote qui est super attachant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir de temps en temps sur la grille, parce que c'est toujours un mec super cool, quoi. Ah, faut regarder le Paris-Dakar. Ouais, faudra regarder le Dakar. Mais j'avoue que son départ était quand même éclipsé par le départ de Valentino Rossi. Oui, c'est éclipsé par Rossi, c'est sûr. Mais bon, Rossi, c'est une arrivée en MotoGP, pas en MotoGP, mais en 125 en 96. Donc c'est 25 ans de course moto, quoi. Et donc oui, c'est normal. Tout était focalisé sur lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça. On passe. Mais en tout cas, je trouve que pour le coup aussi, il a fait une sortie et tu peux pas faire mieux. Je trouve que ce week-end, c'était vraiment, voilà, tu voyais que il partait, tout était bien fait, tout le monde lui a rendu hommage, on l'a vu partout. C'est pas, voilà, je fais mon tour d'honneur et je me casse, quoi. Je trouve que c'était vraiment bien. Moi, j'en voulais plus. Ah ouais, t'es resté sur ta fin. Si tu veux, moi je pensais. Alors, il y a eu plein d'idées, mais si tu veux, le gros intérêt de la chose quand même, c'est qu'on a revu toutes ces motos, parce qu'ils ont fait un stand avec ces 9 motos titrées, donc de titres mondiaux. Donc pour ça, c'était chouette. Mais ouais, après la course, il m'a manqué un petit truc, mais pas grand chose. Mais à la limite, j'ai trouvé que c'était simple, ça suffisait. Son arrivée dans le stand, elle est super belle, quoi, quand il se met debout sur sa moto et qui salue le public. J'ai trouvé que c'était sympa, c'était cool. Et puis Bagnaia, alors Bagnaia, il a quand même le culot il va dominer le week-end de la tête et des épaules, donc comme toutes les Ducati. Mais Bagnaia, il va le tracter
durant les essais libres pour qu'il puisse faire une Q2. Et puis après, pareil, en Q2, il va l'aider pour accrocher une place pas dégueu sur la grille. Et j'ai trouvé que c'était... et puis aussi, ouais, le coût des casques. C'est-à-dire les 9 mecs et les 9 casques, c'était super, ça. Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment super. bien. Ouais, mais tu vois, c'est plein de choses qu'ils font. Tu vois, quand même, les pilotes, ils ont mis les casques, il y avait la présentation de toutes ces motos. Moi, j'aurais bien voulu une livrée spéciale pour lui, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Alors, ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Au moins, je me disais, à un moment, les pilotes, ils auraient pu tous s'arrêter, tous se mettre, tu vois, chacun d'un côté, puis je sais pas, faire des burns, et puis tu vois, ils passent au milieu, faire un truc un peu plus foufou, mais bon, je trouve que c'était quand même pas mal. Ouais. L'arrivée était cool, hein. Ils se sont tous arrêtés à un virage où il y avait du dégagement et il les a tous pris dans les bras. Ouais. Et c'était vraiment cool. Bon, j'espère que maintenant il va profiter. Enfin là, on enchaîne un petit peu sur le post-course, quoi. Mais bon, c'est l'occasion aussi, quoi. J'espère qu'il va profiter, quoi. Il parlait du Mans, il parlait de plein de choses. Donc on va voir ce qu'il va faire au final. Donc déjà, il va changer des couches d'ici pas longtemps. Donc c'est ça. donc voilà, quoi. Ça va être un premier, entre guillemets, un premier changement, quoi. Un premier changement dans la vie, quoi. Ah bah après, on va le revoir avec son écurie. Ouais, alors c'était ça qui était marrant. Il y a une photo qui a été prise justement aux essais de Rérez et il n'était pas présent. Donc il y avait toute son équipe qui était là, mais lui n'était pas sur la photo, je crois. Et de toute façon, je pense que quand il sera en Italie, il sera pas loin. Donc, c'est clair. Donc il passera faire coucou et il y aura toujours une tribune en jaune, je pense. Ça va être marrant. Mais bon, en tout cas, ouais, je trouve que c'était un super week-end en tout cas pour lui. Je trouve que voilà, depuis longtemps, je suis le sport mécanique et je trouve que c'est une des plus belles sorties que j'ai vues, que ce soit en F1 ou en moto. En F1, j'ai pas trop suivi justement de départ en retraite, mais en moto, oui, clairement, c'est après, c'est le départ le plus le plus marquant aussi, hein, parce que faut dire ce qu'il c'est la carrière, elle est assez elle parle d'elle-même, quoi. Donc il y a pas c'est quand même un gars qui a mis la tête sous l'eau à pas mal de pilotes. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il aura quand même fait du bien à la MotoGP. Il a quand même été une pierre angulaire pour la médiatisation du sport, de ce sport. Faire en sorte qu'il soit, comme tu l'as dit, populaire. Et puis il a une carrière. On peut le comparer à pas grand monde en termes de pilote, quoi. Ouais, c'est un peu le Schumacher de la moto, je sais pas si on peut le comparer à Schumacher. Je sais pas, tu vois. Gagné, mais... Tu vois, Schumacher, il m'a pas attiré autant de sympathie. Ah non, alors non, je te parle juste côté sportif, alors pas côté humain. Ouais. Et tu vois, c'est ça qui est marrant, c'est que lui, il a réussi à allier la perf et... Sans se prendre la tête. Ouais, je pense que quand même, il devait se la prendre, mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est-à-dire en étant un mec à la cool. Quoi. Ah, ouais, toujours à la cool. Je trouve qu'il a toujours un petit geste pour le public, tu l'as toujours rigolo, souriant. Je pense qu'il doit s'arrêter quand même pour ses 2-3 autographes. Ouais. Ouais, il a, voilà. Ouais, et puis bon, je pense que... Mais je pense que tu vas dans la rue, tu demandes, dis-moi un pilote de moto, je pense que la plupart des gens vont dire Valentino Rossi. Oui. Voilà. Et même tu poses la question dans 3 ans, les gens ils te diront Valentino Rossi. C'est possible. Sauf si Quartararo en récupère 3 de plus. Quoi. En récupère 3 de plus, c'est vrai. Du coup, tu peux enchaîner sur la course. Ouais, on va enchaîner sur la course quand même. Donc, Martin et Miller partent bien. Zarcos loupe à nouveau au départ. Donc, Rossi est dans le top 10 d'entrée de jeu. Miller va décrocher un petit peu et Bagnaia va se rapprocher de Martin. Nakagami va chuter. Donc, petit rappel, Marc Marquez absent. Paul Espargaro n'a pas pris le départ suite à sa grosse chute. Il ne reste donc plus qu'Alex Marquez sur Honda. Martin emmène toujours la meute devant Bagnaia et Rins, qui va chuter dans le 11e tour, donc plaçant son coéquipier sur le... Vas-y. Une énième chute de Rins, quoi. Ouais, il avait peut-être jamais chuté dans ce virage-là. Hein. C'est peut-être ça. Il l'a pris trop facile, voilà. Ah, j'ai jamais su chuter ici, ça a passé. Ah bah ouais. Oh, putain. Perdu.
Et donc, au 15e tour, Bagnaia passe Martin pour la tête. Et au 19e, donc un petit peu plus tard, Miller passe Mir pour offrir à Ducati le premier triplé de son histoire. La fin de course n'amène pas de grand bouleversement. Donc, Bagnaia, Martin et Miller vont au parc fermé. Mir est 4e, Quartararo 5e et Zarco 6e. Rossi finit 10e pour sa dernière course. Et donc, au général, on a Quartararo, évidemment champion du monde avec 278 points. Bagnaia, 2e avec 252. Mir, 3e avec 208. Donc, je te laisse glisser quelques petits mots sur cette course. Et du coup, Johann Zarco, meilleur pilote indépendant. Et oui. Ouais, 5e au général, ouais. Et 5e au général. Ouais, j'ai pas cité, mais ouais, 5e au général. Quand même, il faut les citer, nos Frenchies. Il n'y en a que 2. Ouais, bah si tu veux qu'on commence par Zarco, mais ce qui était marrant, c'est qu'à l'arrivée, il s'est fait un petit peu, il s'est fait interviewer par Canal et il était un peu amer, acide sur sa saison. Et moi, je trouvais que c'était dommage, oui et non, parce que c'est toujours bon signe quand tu vois les progrès qui sont à faire. Mais il faut quand même pas qu'il oublie tout le début de saison qu'il a fait et qui était, il a joué jusqu'à la mi-saison. Il était avec Quartararo au coude à coude, quoi. Ouais, mais je pense qu'il aurait pu faire plus, mieux, parce que tu vois, il était quand même dans le coup toutes les premières courses, et je pense que la victoire de Martin, je pense que juste après, t'as plus le même Zarco. Je pense que ça lui a fait mal parce que je pense qu'il se disait que donc c'était lui le top, on va dire le leader chez Pramac. Le leader chez Pramac. Et en fait, la première victoire de Pramac, dans sa tête, il disait c'est moi qui vais le ramener. Et finalement, c'est Martin. Du coup, je pense que ça lui a mis un coup au moral. Et depuis, je trouve qu'il est toujours en deçà. Et puis, même s'il se qualifie, 5, 6e. Le problème après, c'est qu'il loupe toujours ses départs. Il se retrouve toujours dans le ventre mou du peloton et tu le vois jamais vraiment en capacité de remonter sur les autres. Enfin, tu ne le vois plus en capacité de monter sur les autres comme il pouvait faire en début d'année où il était hyper agressif. Il se laissait pas faire, il attaquait. Et alors, je sais pas si c'est sa moto, si c'est lui, si c'est les deux. Mais je pense que la victoire de Martin, ça l'a mis un petit coup derrière la tête. Ouais, moi je placerais ça plutôt sur... ça, on en parlera certainement plus en détail dans les débriefs de fin de saison. Mais sur son coup de pompe lié au syndrome des loges, parce que ça tombait à peu près dans cette époque-là, quoi. Puis après, il y a eu peut-être 2-3 chutes qui sont venues au mauvais moment et qu'on remis un petit peu la tête sans dessus-dessous. Après, le gros point positif, c'est que quand même sur la fin de saison, il réussit à se relancer bien et à accrocher une 5e place au général qui est quand même très très belle. Parce que mine de rien, il est 3e pilote Ducati. Ducati fait 2, 4, 5 au général, donc avec Miller 4 et Zarco 5. C'est quand même un sacré tir groupé, quoi. C'est un tir groupé qu'on avait plus tendance à voir côté Yamaha, derrière Marquez et Dovi, par exemple, sur les saisons précédentes. Mais c'est bien de faire ça, quoi. On en reparlera aussi après, quoi. Non, mais là pour le coup cette course-là, je trouve qu'il a été dans le coup, tu vois, il finit quand même. Mais bon, c'est toujours pareil. Je trouve qu'il a loupé son départ et du coup après il a cravaché pour revenir. Et donc tu bouffes la gomme et finalement il y a un moment où tu peux pas rattraper les mecs qui sont devant toi. Exactement. Puis je pense pas que faire miracle. Hein. Non, mais après il a le potentiel parce que son coéquipier finit quand même second à une demi-seconde de Bagnaia, donc la moto elle est là. Et donc tu dis là c'est le mec qui tourne la poignée là qui manque un truc, quoi. C'est pas si simple. Non, c'est pas simple. Mais en tout cas cette année et l'année prochaine peut-être, en tout cas il a le matériel qui lui permet à la régulière d'aller se battre pour les podiums. Exactement. Ouais. Et je pense que c'est pour ça qu'il doit être assis sur la saison. Qui pour lui, je pense qu'il a un peu loupé parce que dans sa tête il devait se dire j'étais le dauphin de Quartararo. Peut-être qu'il aurait aimé garder cette place et se battre avec Fabio justement pour le titre. Ouais, c'est clair. On va pas faire le débrief de la saison avant de le faire, mais la deuxième partie de saison de Bagnaia, elle est stratosphérique, quoi. Donc, que ce soit Zarco ou un autre,
Fallait pas qu'il y ait une course de plus dans la saison. Il y a plein de choses hein, avec Desi. C'est ce qu'on disait aussi. Effectivement, si au lieu de chuter à Misano, c'est Quartararo qui chute. Si on inverse l'ordre des chutes, hein, c'est-à-dire entre Quartararo qui chute au Portugal et Bagnaia qui chute à Misano, c'est sûr. Si tu inverses les deux, ça change tout. Et la pression, elle change de camp. Mais c'est comme ça. C'est la vie. Bagnaia, il avait aussi les armes pour prolonger le suspense, quoi, on va dire. Mais bon, ça s'est passé un petit peu différemment. Alors, sur cette course, quand même, on voit quand même que les Ducati, elles ont fait un sacré step aussi hein, par rapport à... Alors, est-ce que c'est la moto beaucoup? Et est-ce que Fabio s'est dit, bon, je suis champion, de toute façon, maintenant, il reste 2 courses. Du coup, là, c'est la dernière course. Moi, j'ai plus rien à prouver, tu vois. Est-ce qu'il était dans un autre état d'esprit C'est toujours pareil parce que tu vois, inconsciemment, tu te dis, bon, ça y est, j'ai fait le taf. Ouais, tu laisses pisser, quoi. Il me reste une demi-heure, qu'est-ce que je vais me faire chier Non, mais je suis désolé. Non, mais à cravacher, ok, je finis 3-4. Ça y est, ma saison ouais, c'est accessoire. C'est accessoire. Ouais. Et je profite un peu. Sans mettre trop de pression, peut-être qu'il y a, peut-être inconsciemment un peu de ça aussi. Il y avait. De toute façon, sur cette course de Valence, il y avait un truc à pas louper, c'était l'arrivée, quoi. Comme tous les ans à Valence, c'est-à-dire faut être là pour saluer le public, pour claquer du gomard et puis faire du rupteur. Parce que, mine de rien, une saison MotoGP, c'est hyper éprouvant pour les hommes d'un point de vue stress. Ça doit être impossible à vivre, et pouvoir vivre une fin de saison où qu'elle soit bonne ou mauvaise, sauf si tu perds le titre d'1 point à la dernière course, quoi. Je pense que là ça doit être très compliqué, mais pouvoir voir le drapeau à damier sur la dernière course, profiter avec les coéquipiers, tu sais que c'est avec les collègues de pilote, tu sais que c'est la fin de saison, c'est fini. On va se poser un petit peu en vacances, etc., etc. Ça doit être un soulagement assez important, quoi. Finalement, on en parlera plus tard, mais je trouve que je compare un peu la course de MotoGP là, la dernière course de 600, c'est-à-dire que quand tout est joué, il se passe plus grand-chose en fait. Ouais, il y a toujours... il y a toujours 2-3 petits trucs, mais bon, dans l'ensemble, tu vois que les mecs sont... il se passe moins de choses. Ouais. Il n'y a plus la même bagarre. En tout cas pour la vie, tout est joué donc. Tu veux parler un petit peu du triplé Ducati quand même, qui est assez. Oui, on en disait je disais un petit peu, c'est que sur cette course, c'est vrai qu'on voit quand même que Ducati, pas sur cette course, tout au long de l'année, et là c'est l'aboutissement. Je trouve que Ducati a fait un super travail parce qu'ils auraient placé les 3 motos, 3 premières places. Et c'est pas mal. Et du coup, même Zarco, tu vois, si c'était pas mal élancé, peut-être qu'il aurait pu. Il aurait pu être devant Mir et Quartararo. C'est ce qu'il disait. Il avait de quoi aller jouer le podium. Donc, tu vois, il avait de quoi aller avec les copains, quoi. C'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est que, tu vois, du coup, Miller n'a pas chuté aussi. Donc, je pense que ça participe aussi au triplé historique. Ouais. Pour en mettre 3, faut pas qu'il chute. Hein. Remarque, il peut y avoir Bastianini aussi. Ouais, mais bon, parce que Miller, il fait un peu le Rins. C'est-à-dire que... Tu sais qu'il est capable du meilleur comme du pire. Ils ont quand même beaucoup chuté les deux. Ouais. Faut qu'il fasse attention aux reconductions de contrat, parce que l'année prochaine, est-ce qu'il mettrait pas un petit Martin à la place de Miller l'année prochaine, 2023, quoi. Ouais, ça on verra. On verra, on en parlera plus tard. Sur la course, il domine très très largement. Martin en pôle, il se fait passer par Bagnaia, on va dire à la régule, tranquille, et puis après c'est la parade, hein. Je dis pas ça de manière dédaigneuse, hein, mais c'était vraiment une course maîtrisée de bout en bout et personne pouvait aller vraiment les inquiéter. Il y a Rins qui est resté un petit peu dans la roue, mais bon, Rins, ça fait du Rins. Après, il est tombé aussi à sa décharge, c'est que je pense qu'il a voulu tellement essayer de leur coller à la roue. Oui, mais il a trop attaqué. Il fait ça tous les week-ends, c'est bon. Et au moins, s'ils sont pas atteignables, tu lèves un peu et puis tu te dis tu te contentes de ce qui reste. Oui, tu prends des points au moins, parce que Rins, il avait peut-être pas. Rins, de toute façon, il serait fait passer par. Il aurait pas
pu, à mon avis, jouer le podium, mais il aurait pu finir avec Mir. C'est ça. Et puis au moins, ça aurait évité de voir ses patrons à genoux dans le stand à se tenir la tête. Encore une fois. Encore une fois. Une fois de plus. Mais pour finir sur Ducati, je trouve que par rapport aux autres équipes, là où ils sont forts, c'est en tout cas de ce qu'on peut voir nous visuel, c'est qu'ils ont toujours, ils sont toujours précurseurs dans plein de nouveautés. Ouais. C'est le fameux déflecteur sous la roue arrière, le fameux système où les motos, tu vois, restent collées au sol pour le départ. Enfin, il y a plein de trucs. Alors, les autres, je dis pas qu'ils ont pas de choses, mais en tout cas des choses visibles, tu vois, qui sortent un peu de l'ordinaire. Je trouve que eux, ils ont le temps d'avance sur d'autres teams, souvent. Après, j'ai l'impression que Yamaha, ils sont moins dans ce move-là, quoi. Ils ont des motos faciles, mais je trouve que tu vois moins de choses chez eux. Tu vois rien, tu vois juste arriver ce qui est arrivé justement chez d'autres écuries. Alors après, ça veut pas dire qu'ils travaillent pas. Non. Mais parce qu'ils doivent avoir des choses sur l'électronique, le moteur, c'est sûr qu'après là, on n'est pas chez eux, mais en tout cas, il y a des des vraies nouveautés sur les motos qui ont été beaucoup faites chez Ducati ces derniers temps. Tu veux qu'on aille poser la question à Eric De Seine, il sera content. Ah ben j'aimerais bien. C'est rigolo, tiens, je voudrais bien que tu ailles lui dire, tiens. Et Eric, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous tes motos, putain. Non, ils font, mais en tout cas, tu vois, tu vois, ces choses-là, je trouve que Ducati, c'est bien qu'il les fasse. Et tu vois, tu te dis, putain, pourquoi d'autres, ils ont pas mis le doigt dessus. Bien sûr. Et surtout que c'est efficace. Parce que tu peux essayer. Après, je pense que c'est ça aussi qui serait intéressant. Bon, là, on digresse beaucoup. Hein. C'est l'épisode de la digression. C'est le dernier aussi. C'est le dernier. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est là, on voit des innovations. On va dire, on en voit beaucoup effectivement côté Ducati, mais je voudrais bien savoir combien ils en laissent de côté. C'est-à-dire, c'est Pirot, donc qui est un pilote d'essai, donc quand même très performant. Avec ce qu'il faut pour tester justement des nouvelles choses. Et je voudrais bien savoir, tu vois, sans parler nécessairement de ratio, mais de dire, tiens, on a essayé ça et on l'a laissé de côté parce que ça nous apportait pas assez de gains, soit en gain de masse, ou en gain de puissance, ou en maniabilité, en feeling pilote, etc., etc. Je voudrais bien savoir, est-ce qu'ils emmènent tout au bout, ou est-ce qu'il y a des innovations qui laissent au bord de piste, justement, parce que ça c'est pas efficace, quoi. Ah, je pense que oui. Oui. Ils doivent essayer plein de choses. Ils diraient, ça c'est bon, ça c'est moins bon. Et après, il y a plein de choses qu'on ne voit pas et qui font que du coup, tous les teams font, mais voilà. Après, truc moteur assez efficace, pas efficace, un peu plus lourd, mais finalement on gagne en truc, c'est moins lourd, mais c'est plus fragile. Bon. On n'est pas ingénieur. Non. Tu voulais parler donc du palmarès Ducati sur cette saison quand même, qui est une belle saison pour les Rouges. Je te laisse en parler si tu veux. Ouais. Oui, ça fait quand même une belle collecte, hein, puisque titre équipe, titre constructeur, équipe indépendante, rookie de l'année avec Martin et pilote indépendant avec Zarco, vice-champion pilote. 7 victoires au total, donc 4 pour Bagnaia, 2 pour Miller et 1 pour Martin, 24 podiums. Donc c'est beaucoup, c'est-à-dire sur 18 courses, ça fait 3 podiums toutes les 2 courses, donc c'est vraiment une belle perf. 11 pôles, 7 meilleurs tours en course, 3 motos dans le top 5 au championnat, ça je l'avais déjà évoqué, et 5 motos parmi les 11 premiers au championnat. Donc c'est vraiment une saison pleine. Il manque il manque le titre pilote et ça de toute façon ça c'est la queue du Mickey, hein, on va dire, mais bon, tu vois où le titre pilote, pour le grand public, c'est quand même plus important que le titre constructeur, parce que on est content pour Fabio, mais finalement personne ne parle vraiment que Ducati est champion constructeur, en fait. De toute façon, c'est toujours tu vois, les gens ne s'attardent pas trop sur ça finalement. C'est aussi tout l'intérêt justement de mettre en perspective la saison, parce que la saison de Fabio, elle est excellente aussi. Elle est sur une première partie, plus qu'une première partie, plus qu'une première moitié. On va dire sur les 2 premiers tiers, elle est très très performante. Il est très bon, il est toujours bien placé sur la grille.
il est très performant en course avec énormément de victoires, plein de podiums, tout ce que tu veux. Et après, il gère sur le dernier tiers. Et sur le dernier tiers, c'est Bagnaia qui fait vraiment un très très gros effort. Bah, t'as Bagnaia qui fait un gros effort, t'as Marquez qui revient aussi. Oui, Parce aussi. que sur le dernier tiers, t'as Marquez qui prend des gros points, qui fait des podiums, qui gagne des courses. Donc t'as Bagnaia aussi qui est là. T'as Martin aussi qui est dans le coup. Donc c'est vrai qu'il a eu de la concurrence. C'est ça. Bah, je pense qu'il après dans le dernier tiers, il a souffert des Ducati qui étaient performantes et de Marquez qui a lui retrouvé son niveau d'avant. Ouais. On verra bien ce que ça va donner l'année prochaine. Il est assez tôt pour en parler. Est-ce que tu veux parler de Lecuona un petit peu aussi? Donc qui part chez Honda en Superbike. Qui part chez Honda en Superbike. J'ai lu des bruits de couloir. Alors peut-être je vais dire des bêtises, mais qui pourrait être remplacé. Alex Marquez chez LCR, si Alex Marquez partait chez HRC. Ouais, ou je dis des alors bêtises. ça serait le coup de billard à 3 bandes si Marc Marquez n'était pas apte pour reprendre la saison. Alors, oui, je sais pas où ils ont vu ça. L'écubration, mais bon. Je sais pas où ça a été. Oui, bah, de toute façon, il faudra bien trouver une solution à ce moment-là. Mais ouais, j'ai trouvé d'une part que c'était anticipé d'en parler. Après, de toute façon, voilà. Enfin, Alex Marquez au HRC, ça me fait autant rêver que je sais pas. Tu vois, que Johan Gourcuff à Guingamp, quoi. Non, mais je suis d'accord. De toute façon, il a moins de charisme, il est moins fort que son frère. Voilà, c'est comme ça. Et il n'est pas compétitif, hein, donc. Et il n'est pas compétitif. Donc, que tu le mettes là, à la limite, oui. Tu vois, je comprendrais plus à un moment donné qu'on dise, bon, bah voilà, part en Superbike et puis il va chercher le titre en Superbike parce que là. Ah, mais moi, je pense qu'il faut se faire plaisir en SBK et être toujours dans le podium que se traîner et finir 15-16e en MotoGP. Je trouve que si tu es un temps peu sportif, il n'y a aucun intérêt. Bah, c'est ça. Bah... Vous me brillez dans une catégorie, même si on est un peu en dessous du MotoGP, et vraiment se faire plaisir et faire des belles courses. Quel intérêt de se battre pour la 18e place, quoi. Enfin, avec des Ducati d'il y a 3 ans et des machins, des trucs, il n'y a aucun intérêt. Bah, après, oui, bah déjà il y a ça, et puis après il y a de toute façon le fait que le mec il paye il paye son patronyme, quoi. C'est le frère, donc bah il a un guidon parce que c'est le frère, mais il n'y a pas que lui qui le paye, hein, ce côté un petit peu népotisme qui commence à arriver en MotoGP. Après il y a les deux seuls Espargaro. Enfin, il y avait le cas des Espargaro où pour le coup ils ont beau être frères, ils ont un niveau assez homogène, on va dire. Donc, même s'ils ne sont pas ultra performants, ils ne sont pas aux avant-postes à toutes les courses. Ils sont un peu au-dessus d'Alex Marquez. Non, mais c'est ça. Si tu veux, sur les Espargaro, tu ne peux pas dire il y en a un qui est là parce que son frangin est bon. Enfin, multiple champion du monde. Oui, il a quand même porté Aprilia. C'est ça. Il a quand même développé la moto. Il est là depuis le début avec eux. On voit ce qu'il fait. Enfin, il n'est pas ridicule. Et puis Paul Espargaro, bon, il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais finalement, avec la moto qu'il a, il n'a pas fait une saison dégueulasse non plus. Mais si tu veux, tu peux pas dire que l'un ou l'autre est là parce que son frangin est là. Alors que Alex Marquez, là... oui, l'argent de Repsol. Ouais. Après, c'est la 2e saison. C'est compliqué. Marini, va falloir aussi, au bout d'un moment, commencer à faire des courses performantes. Et puis, il va y avoir aussi le cas d'Arjen Binder qui va se poser en 2022. On va voir ce qu'il va faire. Hein. Moi, j'anticipe rien. Mais je trouve que là, il va commencer à y avoir beaucoup de frangins, quoi. C'est ça. Bah, ça libérera des guidons pour d'autres. Hein. On verra. Ouais. On verra. Enfin, pour le moment, ils en prennent, quoi. Et pour l'instant, ils en prennent. Mais peut-être qu'ils en prennent. Peut-être ça durera peut-être pas non plus longtemps. Ouais, je sais pas. Parce qu'après, vraiment, les teams, c'est une entreprise, ils veulent un retour sur investissement. Donc, si le mec il casse trop de pièces ou il fait de mauvaises courses, il ramène pas assez de points, c'est pas intéressant non plus. Ouais, c'est vrai. Après, moi, je pense que pour le MotoGP, on a fait le tour. Ouais. Par contre, je voulais parler d'une petite déclaration donc, en Moto 2, puisque notre ami Raoul Fernandez, quand même, c'est quand même payer le luxe
de taper un putain de tacle à Ayo, donc juste le mec qui l'a découvert et qui l'a porté là où il est aujourd'hui, et pour dire qu'il lui avait mis des bâtons dans les roues, que son équipe n'était pas assez expérimentée, et donc du coup que en début de saison il n'était pas assez compétitif puisque son équipe n'était pas assez formée certainement à la Moto 2. Et donc, voilà, il a un peu chié dans les bottes de l'équipe Ayo. Il en a collé une petite à son coéquipier, donc à Gardner. Et il s'est quand même autoproclamé champion du monde moral Moto 2. Alors, je pense que là, on tient un spécimen assez intéressant et je pense qu'il a pas fini de nous faire marrer. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais... J'avais pas vu cette déclaration, mais je trouve que c'est limite, quoi. C'est limite, c'est tout. On va dire c'est limite. Ouais. On va dire que c'est con comme... Enfin, moi, je dirais que c'est con comme la lune, mais bon, enfin, voilà. Oui, en fait, le mec, il est naze, quoi. T'as perdu et t'es pas fair play pour un sou, quoi, c'est tout. Vraiment, si t'es meilleur que lui, t'es pas que vainqueur moral, fallait se la donner plus sur la piste et puis tu t'aurais été vainqueur tout court. Savoir que le mec est rookie, hein. Donc il est rookie vice-champion du monde, il colle plus de 90 points au deuxième et il se permet de dire ouais c'est bon, Gardner ça fait 6 ans qu'il est en Moto 2, franchement. C'est toujours pareil, avant de critiquer, fais mieux et puis après tu pourras critiquer. Voilà. Alors à savoir que quand même la chose rigolote, hein, c'est que les petits gars comme ça ils laissent des bonnes pots de banane pour les copains et le copain c'est ni plus ni moins que son frangin qui va arriver chez Ayo en Moto 3. Avec donc la répute du grand frère qui envoie la sulfateuse et qui chie dans le ventilo de manière assez franche, quoi. Donc je pense que ça va être assez rigolo d'arriver dans la team, donc dans les essais RRS et de dire bonjour, oui. Alors mon frangin, ouais, il est un peu il est un peu sous polaire en ce moment, mais moi ça va. Faut le faire chier. Ouais, non, faut pas le faire chier. Enfin bon, ça va, quoi. Je pense qu'il a pas trop à se plaindre, quoi. Enfin voilà, quoi. Bon, on va passer au Superbike. Allez, c'est parti. Allez. Alors, en 600, Super Sport. Donc c'était un meeting en 600 où en fait finalement il est plus trop dans le jeu. On a assisté à un très beau meeting de notre petit français Jules Cluzel qui, lors des 2 courses, nous a offert 2 belles remontadas. En course 1, il va s'élancer de la 2e place pour terminer au pied du podium dans les roues de Caricasulo qui finit 3e. Et Gardner fait 2. Et c'est Rafael De Rosa qui s'impose. Une première pour lui dans cette catégorie, lui qui est là depuis moultes années. En course 2, Jules Cluzel, lui s'élance pareil assez loin, il partira de la 10e place et finalement il va réussir à passer tous les pilotes et il va profiter d'une petite erreur dans le dernier tour de Caricasulo et des Gardner qui vont se gêner et le français va en profiter pour les doubler et s'imposer. Et finalement il va s'imposer donc devant Tully et Gardner. Caricasulo, lui, va finir 4e. Le GMT avait refait confiance à Valentin Debise pour cette course. Et Valentin Debise est tombé lors de la FP1. Il a eu un problème de ligament au niveau de l'épaule et a été déclaré inapte à la course. Donc finalement, il n'a pas pu prendre le départ. Et j'ai envie de dire encore un rendez-vous manqué pour lui avec ce team. Dommage. Donc moins de discussion post-course. Finalement, j'ai trouvé que la saison du GMT a été une saison un peu en dents de scie. Parce qu'en fait, on les avait quittés en 2020, où ils se séparent de Corentin Perolari pour essayer de prendre un peu plus en 2020, pour essayer d'avoir entre parenthèses, un pilote un peu plus du niveau de Jules Cluzel. Pour essayer d'avoir une certaine émulation entre les 2 pilotes, que les pilotes puissent échanger un peu les datas. Et finalement, on s'aperçoit que cette année, c'était un peu... ça n'a pas été le cas, puisqu'en fait, ils ont eu Caricasulo, donc on connaît quand même le talent, puisqu'il a été vice-champion du monde, qui est parti au bout de quelques courses. On ne sait même pas pourquoi. Non. Comme ça, je pense que Rémi, il va falloir le... En vrai, on ne sait pas pourquoi, parce que finalement, Caricasulo, quand on voit ses dernières courses, on voit qu'il est là. Ouais. Donc tu vois, je pense que c'est même pas un problème
niveau du pilote. Et donc, ils ont fait appel après à un Valentin Debise, un Verdoya, un Dani Vallée, plein de jeunes pilotes, donc c'est top. Mais je trouve qu'en termes de stabilité, tu peux pas à chaque fois confier une moto un pilote, et puis la fois d'après un autre, et la fois d'après un autre, et la fois d'après un autre. Surtout quand tu dis que tu te sépares de pilotes qui étaient quand même finalement pas si mauvais que ça, pour construire un truc stable avec deux top pilotes. Ouais, là-dessus, de toute façon, faut poser la question à Christophe et Rémi Guyot, hein, puisque c'est eux les chefs, donc je pense que c'est eux les boss. Ouais. Bah ouais, mais puis Christophe, de toute façon, il te il te dira ce qui s'est passé. C'est-à-dire avec Caricasulo, si maintenant que la saison est finie, c'est sûr qu'ils peuvent le dire, mais tu peux, vu de l'extérieur, tu peux dire que finalement c'était un peu, c'était une saison un peu particulière. Ah bah la saison, elle a été forcément particulière compte tenu du nombre de coups durs qu'ils ont dû encaisser, quoi. Enfin, à une époque, là, il y a vraiment que depuis 3 week-ends où ils n'ont pas de gros coups durs. Bah, même si Debise il se blesse encore en FP1 et qu'il est court son week-end. Mais c'est dommage parce que c'est pareil, je pense que c'est un super bon pilote. Je pense qu'il a sa place parce qu'on a vu les peu de fois où il est resté sur la piste, il était quand même dans le coup, il était dans les routes de Cluzel. Je trouve que c'est tellement dommage encore qu'il chute et qu'il se blesse. Ouais, mais ça, hein, c'est comme ça. En plus, la chute, elle est conne. C'est comme ça. Ah oui, mais bon. Et en plus, les chutes connes, lui, il se fait toujours mal. Ah ouais, voilà. Il y en a qui prennent des volumes de ouf et... ils sont toujours là. Ouais. Ils reprennent notre moto. Ouais. Donc voilà. Donc je trouve ça, pour la partie en tout cas, team et pilote français, on attendait peut-être un peu mieux. Ouais, après Cluzel, il a tellement, il a eu tellement de galères cette saison que putain, il pouvait rien faire. Hein. Et justement, je trouve que c'est plutôt bien qu'il ait réussi à terminer cette saison de manière sur une victoire. Ouais, déjà sur une victoire, c'est très bien, mais pas uniquement sur une victoire, c'est d'avoir il y a un week-end où il leur fait la totale salade tomate oignon, quoi. Et ça montre quand même que d'une part la moto elle est là sur cette fin d'année. Ouais, c'est ça. Faut être là sur toute l'année. Le problème c'est que par rapport au Bardal et cette année en plus avec la moto à Tenket, elles étaient, je suis désolé, elles étaient encore un ton au-dessus de celle de la GMT sur une grande partie de la saison. Et là, c'est toujours pareil. Alors là, pourquoi sur ces dernières courses? Alors peut-être que c'est les circuits y font, mais pourquoi Cluzel, c'est une balle alors qu'il y a eu des courses où il se traînait, quoi. Encore une fois, ça, je pense que il faut poser la question au chef et ils diront. Ouais. Mais bon, c'est toujours pareil. Il y a toujours le truc de dire est-ce que vraiment, ils ont tous les mêmes pièces au même moment, quoi. Après, il y a des problèmes de contingent moteur aussi. Hein. Peut-être que les autres, ils ont claqué leur moteur et que sur la fin de saison, ils finissent les courses avec ce qu'ils ont. C'est possible aussi. Hein. Je sais pas. On aurait aimé voir ça un peu plus dans la saison. Ouais, mais bon, tu vois, Egerter, il est titré depuis pas 2 courses, mais depuis 2 week-ends. Plus rien à prouver, quoi. Ça sert limite à rien de bouffer de l'essence, quoi. Ah ouais, non, je suis d'accord avec toi. Enfin, je caricature quand je dis ça. Mais... En tout cas, c'est bien pour Jules qu'il finisse en tout cas sur une note positive et d'une bonne manière. C'est-à-dire qu'il s'est lancé 12 et 10 et finalement il finit pied du podium et victoire. C'est pas mal. C'est un bon week-end. C'est un bon week-end. Du coup, en 1000, alors là, tout le monde attendait la bagarre entre Jonathan Ray et Toprak. Ouais. Bon, cette bagarre a vraiment eu lieu parce qu'en course 1, on a eu une super lutte entre ces deux pilotes et Scott Redding, qui était aussi dans le coup tout le week-end. Mais finalement, Toprak, même s'il finit 2 de la course 1, est quand même titré. Voilà son premier titre avec Yamaha. Et même si Jonathan Ray va s'imposer aussi en course 2, Toprak est le nouveau champion. Et on a vu comme un symbole à la fin de la deuxième course, Jonathan Ray enlever son numéro 1 et le remplacer par son numéro qui est le numéro 65.
Toprak termine donc la saison avec 564 points devant Jonathan Drake qui compte 551 points et Scott Redding qui finit 3e avec 501 points. Ouais, il faut noter aussi que sur ce week-end donc, qui se déroulait donc en Indonésie, il n'y a pas eu de course super sprint puisque le samedi, il y a eu vraiment des très gros orages, donc ils n'ont pas pu courir. Donc ils ont décalé les courses 1 et 2 au dimanche. C'est ça, toutes les courses ont été décalées. Ouais. Et la course 2 a été elle aussi décalée parce qu'il a eu une grosse averse juste avant le départ. Donc en discussion post-course, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu penses toi de ce vent de fraîcheur venu de Turquie? Bah, moi je dis juste que quand j'avais chopé Sofoglou au pied du podium à Manicourt, c'est ce qu'il m'avait dit. Lui, il me l'avait dit pour 2020, mais c'est venu en 2021 pour Toprak. Je trouve que c'est évidemment rafraîchissant, c'est facile à dire, mais c'est bien qu'on puisse voir ça en Superbike. Parce que il faut de la compétitivité pour relancer un petit peu cette catégorie, ces catégories, parce que c'est jamais intéressant. Je suis pas d'accord, c'est quand même il y a quand même des belles courses, hein, je suis désolé. Oui. Quand tu vois les 2 courses de ce week-end, mais c'était magique. Enfin, je veux dire, il y avait 3 pilotes en bagarre, quasiment les 20 tours de course, c'était super. Enfin, je veux dire, tu prends vraiment du plaisir à les regarder, quoi. Pour le coup, si vous n'avez pas vu les courses, essayez de les regarder, mais si vous connaissez les résultats, c'est vraiment des très belles courses. Et tu vois que les mecs, ils lâchent rien, il y a de la lutte à tous les virages. Je trouve que c'est, des gens disent c'est un peu le parent pauvre de la moto, mais je trouve que on devrait plus en parler du Superbike. Hein. C'est un petit peu tu mets le doigt là-dessus, c'est que effectivement, pourtant ils œuvrent beaucoup pour faire un plateau homogène, donc fournir des courses, proposer des courses, des courses attractives. Et même avec ça, c'est compliqué. Alors je sais pas pourquoi, mais je fais que c'est comme ça. Et oui, moi Toprak, moi je trouve que c'est intéressant de voir qui puisse aller jouer le titre contre Réa, quoi. Bah oui, parce que bon, ça change un peu que Toprak gagne, Réa n'est plus champion pareil, on a toujours connu Réa champion. Et je trouve que c'est pas mal, mais Réa en tout cas, tu vois que sur cette course, il avait envie de bien se montrer parce qu'il avait un niveau qu'on n'avait plus depuis quelques courses en tout cas. Il attaquait beaucoup, très agressif, et pour le coup, il a réussi à rester sur la piste, ce qu'il n'avait pas fait au Portugal. À trop attaquer, il était tombé. Et je trouve qu'il faut quand même, tu vois, il a montré que même s'il serait pas titré, fallait compter sur lui pour l'année prochaine. De toute façon, un pilote comme Réa, cette saison, le titre lui échappe parce que justement, il chute là où habituellement il chute pas. Et Réa, faut aussi voir que c'est un mec qui a réussi à prendre le titre l'année où Bautista est sur Ducati, où il a la tête dans le sac pendant 7 week-ends. Il n'est pas justement la tête dans le sac, mais il est très régulièrement battu. Il est tout le temps battu par Bautista. Et il fait 2-3, 2-3, 2-3. Et au fil de la saison, il remonte. Et on donnait vraiment pas cher du titre du titre cette année-là, quoi. C'est vrai. Là, il a profité de la faiblesse mentale de Bautista. Oui, c'est ce qui se passe. Après 13 courses, l'autre il tombe à toutes les courses. Tu dis c'est pas possible. Voilà. Bautista de toute façon revient chez Ducati l'année prochaine. Alors, donc, en discussion, mais alors moi je trouve que Redding a fait une super saison. Il est là, il a toujours placé. C'est pareil, on a toujours vu, il a toujours placé la Ducati. Je trouve qu'il il a tenu la tête à Ray et Toprak, et je comprends pas que il l'éjecte et qu'il fasse venir Bautista. Je comprends pas. Là-dessus, il y a quelque chose qui m'échappe. Là, pour le coup, je trouve que je sais pas. Moi, je te rejoins tout à fait. L'autre, il arrive, le Bautista arrive, il casse tout, et après il casse tout, mais il casse toutes les motos. On le vire.
Ouais. Et enfin, je veux dire, disons que Honda en fait lui fait les yeux doux, il part chez Honda pour le projet, pour tout ce que tu veux, peut-être pour l'argent et tout. Pour le chèque surtout. D'accord. Pour le chèque. Et ben là, donc ils prennent Redding, il fait le job. Et en plus, je trouve qu'il mène un petit côté un peu foufou à l'écurie italienne, qui est pas mal parce que bon, c'est quand même pas les champions de la rigolade. Oh, si, là, c'est des latins, ça va. Bon, et tu vois, ils font venir Bautista, tu te dis non mais je comprends plus rien. Non, mais voilà. Ça, on en a déjà parlé quand l'annonce a été officielle du retour de Bautista. Moi, je trouve que c'est. Enfin, après, c'est pas moi qui fais le chèque, donc j'en ai un peu rien à foutre. Mais non. Moi, si Bautista il revient pour faire tu vois, ne serait-ce que 3 ou 4 podiums dans l'année, gaspillez pas votre argent, c'est pas la peine. Non, bah laissez-le, c'est Honda, hein. C'est sûr. Ou le mettez pas en officiel. Ouais, mais chez Golf, ouais, mais c'est pareil. Après, ils ont déjà signé toutes les motos. Mais... Bah ouais, voilà, enfin. Fallait le signer avant, mais surtout que c'est que Davies allait partir. Donc. Ouais, c'est gentil, quoi. Hein. Enfin. Mais oui. Après, Redding, ça manque un poil de compétitivité quand même. Hein, mais il est pas loin. Il est quand même présent. Il est très régulièrement sur le podium. Il en gagne de temps en temps. Et il manque pas grand-chose. Et je te rejoins dans le sens où... Il est toujours devant Rinaldi. Ouais, bah oui. Bah quand même. Je suis désolé, hein, dans ces cas-là, il fallait garder... Bah, après, je sais qu'ils veulent toujours un pilote italien, mais bon, il fallait garder... Redding et dire à Bautista, bah, tu remplaces Rinaldi, puis c'est tout. Puis Rinaldi, tu le remets dans un team satellite. Ouais, je sais pas. Ouais, mais non, mais attends, c'est... Bon choix étrange, en tout cas. Non, de toute façon... Bon. En tout cas, ça libère la place pour un pilote de MotoGP, et je trouve que ce qui est pas mal, c'est que c'est que ce championnat quand même attire un peu attire des pilotes qui sont passés par la catégorie reine, et je trouve que c'est bien parce que ça remonte un peu le niveau, quoi. Ça remonte le niveau. C'est un championnat qui attrait des personnes qui viennent de MotoGP, je trouve que c'est pas mal. Ouais. Parce que tu vois, en termes de spectateurs, tu vas tiens, ce week-end, je vais les voir, machin, il a fait du MotoGP, il y a machin, il y a Loris Baz, il y a Bautista, enfin, tu vois, il y a Jonathan Drey, il y a plein de pilotes. Ouais. Tu te dis, il y a Toprak qui pourrait être en MotoGP, je trouve que ça a de la gueule quand même. Ouais, bien sûr, ça a de la gueule. Van der Mark aussi, c'est solide. Mais ouais, oui, de toute façon, c'est ouais, mais enfin, ouais, il y a des choix qui sont très compliqués à comprendre. Hein. Après, c'est comme ça. Hein. Bon, après, tu vois, typiquement dans le choix de nos années en satellite Yamaha, je comprends pas quoi. Nos années, il va rien vous faire, il va rien vous apporter, les gars. Et nos années, il est toujours derrière Ponson. Ouais, enfin. Déjà. Ah bah oui, mais non, mais Christophe, il a une moto tout à fait qui galère pour la régler. Il a une moto avec aucune évolution. Il cravache pour amener son budget pour courir. Et à nos années, il est tout frais payé. Et il fait de la merde. Ah bah oui, il fait de la merde. Et là, tu te dis, tu aurais pu mettre Loris Baz à sa place, à l'époque où Loris Baz il était chez Tenket. Ouais, après, c'est comme ça. Hein, non, je sais, après, voilà, c'est toujours pareil. Il faut que les constructeurs aient souvent des pilotes de la nationalité. Non, on connaît le refrain, mais bon. Bon, si t'as pas un pilote japonais qui tient la route, tu cours sans japonais. Hein, je suis désolé, mais. Je suis d'accord avec toi. Mais peut-être que Yamaha, ils ont dit, attends, on aimerait avoir un japonais sur la ligne de départ. Ça sert à rien. Ouais. Mais c'est comme ça. Ouais. Puis tu voulais nous parler de Locatelli aussi, un petit mot. Mais oui, un petit mot sur Locatelli parce que depuis quelques saisons, tous les champions de 600 en fait, soit ont toujours galéré en Mondial Superbike, voire ne sont plus là. Du coup, pour sa première saison, après un début de saison un peu timide, Locatelli est toujours là. Enfin, il est super bien placé, toujours dans les 4, 5, 6 premiers. Et je trouve que c'est une super performance. Ouais. Parce qu'en fait, il a atomisé tout le monde en 600 et en fait, c'était pas que la Bardal, hein, c'était lui qui avait un top niveau. Puis là, on le voit cette année. Je te rejoins là-dessus parce que effectivement, ça faisait longtemps que un pilote qui venait du super sport avait pas réussi à tenir un rang correct en 1000. Et cette année, voilà. Parce que il y avait Krummenacher qui avait tenté l'affaire et qui s'était pété les dents. Cortese. Caricasulo, Cortese.
Enfin, ça avait été Mayas aussi, pour lequel la saison n'était pas faux folle. Enfin, il est blessé, Mayas, hein, donc ouais. On va voir l'année prochaine ce que ça va donner, quoi. Sur les années précédentes, il y a plus d'exemples d'échecs ou de semi-réussites, on va dire, enfin de résultats mitigés. Voilà, il y a plus de résultats mitigés qu'une 4e place au général. Une 4e place au général, ça veut quand même dire, quand tu distribues 62 points par week-end, ça veut dire que d'une part, tu finis beaucoup de courses et tu les finis bien. Donc c'est intéressant, parce que 4e, c'est derrière Reading. Hein. Donc, oui, et puis, oui, bon, par contre, il a quoi? Il a 210. Il a quoi? 200. Bon, il a 210 points de Reading, mais bon. Oui. Mais voilà. Oui. C'est Scott Reading, quoi. Oui, il a 210 points de Reading, ok. Et il est. Il est devant il est devant tous les autres. Après, voilà, c'est le mec qui est sa première saison, il connaît pas le 1000, il connaît pas cette moto. Il a une bonne Yamaha, mais bon, il connaît pas. Ouais. Donc, je trouve que c'est une belle perf et ça fait plaisir de voir quand même qu'il y a un pilote qui sort du 600, qui s'en sort en 1000. Et j'espère qu'on le reverra longtemps dans cette catégorie et qui fera qui continuera à faire des belles courses. Et pourquoi pas être titré. Ouais, qui progresse, quoi. Qui s'inspire de Toprak et qui progresse. Après, il y a eu des naufrages aussi. Hein. Moi, j'en vois 2 là sur le classement. Je prends un Léon Aslam et un. Oui, je suis d'accord. Et un Alex Love, tous les 2 officiels, donc l'un chez Honda et l'autre chez Kawa. C'est des saisons qui sont très compliquées, qui sont pas bonnes. Alors le pire c'est Loves, parce que Loves il a qu'à une moto qui lui permet de jouer le titre, et lui il a rien fait. Hein. Kaslam il a quand même une Honda, donc déjà mais bon, elle est moins performante. Ouais. Bah, même Bautista, hein, il fait pas une super saison, un 10e au général. Non, Bautista il est pas là. Franchement, les gars. Non. Après, je pense que Honda s'attendait à tout sauf à ça, parce qu'ils avaient quand même construit une moto pour le Superbike. Ils avaient pris des pilotes expérimentés, voilà, pour porter un peu les couleurs de cette marque-là, et finalement, que ce soit la moto et eux, ça n'a pas matché. Et ouais. Tant pis, on verra l'année prochaine. L'année prochaine, on a fait le tour ou pas déjà mais pour moi, on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour un peu de cette actualité riche. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je voulais quand même glisser quelques mots sur les résultats des tests MotoGP, donc à RS. Soir qu'on enregistre lundi soir, donc les tests sont terminés et les Moto 2, Moto 3 vont embrayer. Donc quand je serai en train de monter cet épisode, donc on va parler que des MotoGP, avec une très très grosse perf de Bagnaia, donc qui fait des essais très concluants. Je pense que ça va être compliqué, mais il colle une demi-seconde à Nakagami, donc qui est plutôt pas mal. Quartararo 3e, Zarco fait une très belle 4e pendule, ce qui prouve qu'il est là. Bastianini 5e, donc encore un beau tir groupé Ducati, quoi. Et ça va être intéressant, je pense, une fois que tout le monde sera reposé. C'est ça. Ouais. Bon, ce qu'on peut retenir des essais, c'est que ça veut rien dire. La soupe à la grimace de Fabio, qui attendait peut-être un peu plus pour sa moto. Alors c'est pareil, est-ce que c'est de l'intox, du vrai? Bon, en tout cas, dans ses déclarations, il n'était pas satisfait, en tout cas, de la direction prise par Yamaha. Ouais. Ce qui n'était pas le cas par contre, les pilotes Pecco, Ducati, voilà, c'est ça. Eux, ils étaient plutôt enthousiastes. Ouais. Après, de toute façon, c'est un petit peu ce qu'on a dit. Hein, le gros intérêt, ça va être de regarder un petit peu. Alors moi, je vais avoir, suite à ces déclarations, on va dire, assez fracassantes, je vais être forcément un petit peu plus intéressé par ce qui va se passer chez Tech 3. Parce que au début, j'étais quand même assez enthousiaste, un petit peu comme tout le monde, hein, de voir donc le champion Moto 2 Rémi Gardner et le vice-champion Raoul Fernandez dans l'équipe. Voir que le mec arrive déjà et sort la sulfateuse avant même d'avoir touché la moto, je trouve que c'est à la limite de l'inconscience, on va dire. Mais voilà, là sur les essais, ils sont très très loin, hein, puisqu'ils sont à quasiment 2 secondes
Bagnaia, mais c'est Fernandez donc qui de très très peu est devant Garner, mais il n'y a vraiment pas beaucoup. Il y a quoi? Il y a 30 millièmes, hein, donc ouais, il y a 3 centièmes, donc c'est pas beaucoup. C'est vraiment très très proche. Ils sont dans les eaux de Savadori. Ils sont à la limite, ils sont pas très loin de Martin. Ouais, mais quand même. Bon, après, ça reste que des essais juste après Valence. Et, les gars, ils ont quand même encore de quoi travailler. Et puis les gars, ils découvrent la moto. Au début d'année prochaine, quoi. Oui. De toute façon, les rookies, on va voir de toute façon le potentiel sur l'intersaison. Donc, oui, puis là, ça pose des bases. Après, c'est pas pour ça qu'au mois de février, Quartaro fera toujours la gueule et Bagnaia sera toujours hyper enthousiaste. Ouais, mais bon, attends, de toute façon, on sait pas. Au final, c'est Quartaro qui a le titre. Hein. C'est ça. Voilà. Oui, la dernière petite info, hein, c'est que l'équipe donc montée par la structure VR46, enfin l'équipe portée par la structure VR46 ne porte pas le nom du sponsor titre qui avait été annoncé à l'origine. Donc, ça sera VR46 Racing Team. Donc voilà. C'était une confirmation qu'on a eue aux essais, en fait. Je trouve qu'on a fait le tour. Ouais, on a fait le tour. Alors, on va vous dire à très vite, je sais pas, puisqu'on va essayer quand même de se voir autour d'une petite planche et d'une petite bière pour enregistrer les débriefs. Ça serait plutôt cool. J'espère qu'on pourra le faire. On garantit rien compte tenu de un petit peu le planning chargé de l'équipe et du contexte sanitaire. Et du contexte, évidemment. Donc, de toute façon, on reviendra, je pense, vous faire des petits coucous sur décembre. Ouais. Décembre, janvier, et puis février, classique. Qu'est-ce qui se passe qui se prépare pour l'année prochaine. L'année prochaine, une année très chargée. Hein. 21 GP. Ouais, c'est ça. Ça va être chargé. Sur ce, Stéphane, merci beaucoup. Cyril. Bah ouais, merci à toi. Et puis, n'hésitez pas à nous rejoindre donc sur le Discord, sur Twitter, sur les réseaux sociaux donc du podcast où vous pouvez papoter et puis on essaiera de faire des choses sympathiques pour cette intersaison. Voilà, merci beaucoup Stéphane et à très bientôt à tous. Ciao. Merci à tous, ciao.